en 1215. Sur les ruines fumantes de Zhongdu, la capitale du puissant empire Jurchen de Jin, plane une lueur pourpre et suffocante. L'air, dense, lourd, irrespirable, est imprégné d'un mélange âcre d'odeurs, le brûlé de milliers de bâtiments incendiés, le relent douceâtre des corps en décomposition, l'odeur métallique et aiguë du sang frais et la puanteur sauvage et animale de milliers de chevaux mongols. La ville, qui était encore récemment l'une des plus grandes métropoles du monde, un centre de luxe, d'érudition et de pouvoir, n'est plus qu'un cimetière silencieux et calciné de ses propres ambitions. Des dizaines, voire des centaines de milliers de cadavres jonchent les larges avenues et les ruelles étroites, leurs corps disloqués créant un motif macabre et surréaliste sur les pavés. Le feu, n'ayant plus rien à dévorer, ne fait que lécher paresseusement les carcasses noircies des pagodes sculptées, autrefois élancées vers le ciel, et transforme en cendres les bibliothèques qui conservaient dans des rouleaux de soie et de bambou la sagesse millénaire de l'Empire du Milieu. Quelque part au cœur même de cet enfer créé par l'homme, au milieu d'un silence assourdissant, interrompu seulement par le crépitement des poutres qui achèvent de se consumer, les cris des vainqueurs se partageant le butin et les gémissements lointains et agonisants des mourants, se trouve une simple tente nomade, quelque part au cœur même de cet enfer créé par l'homme, au milieu d'un silence assourdissant, interrompu seulement par le crépitement des poutres qui achèvent de se consumer. Les cris des vainqueurs se partageant le butin et les gémissements lointains et agonisants des mourants. Se trouve une simple tente nomade. Elle tranche brutalement sur les ruines de la grande civilisation, imprégnée de l'odeur de la sueur de cheval, du lait caillé et de la graisse de mouton fondu. À l'intérieur de cette tente, sur de rudes tapis de feutre, un garçon vient au monde. Son nom est Kubilai. Il est le 4e fils de Tului, le plus jeune et le plus aimé des fils de celui dont le nom inspire déjà une terreur irrationnelle et primitive de la mer Jaune à la mer Noire. Personne à ce moment, à cette heure de triomphe sanglant, ne pouvait imaginer que ce nourrisson, dont le premier cri se mêla au dernier râle d'une cité agonisante, était destiné non seulement à poursuivre l'œuvre cruelle de son grand-père, mais à la transformer radicalement, à la retourner comme un gant. Il lui faudra parcourir un chemin impensable, de prince inconnu du nord de nomade, parmi tant d'autres, à fils du ciel, maître de la civilisation la plus ancienne, la plus peuplée et la plus raffinée de la planète. Il devra toute sa vie être tiraillé entre deux abîmes, l'héritage de ces féroces ancêtres des steppes, pour qui le monde n'était qu'un pâturage pour leurs chevaux, et les séductions d'une grande culture sédentaire, qui promettait l'éternité et l'ordre. Il deviendra un pont vivant entre deux mondes incompatibles, mais ce pont sera érigé d'acier trempé et de sang non encore figé, d'intrigues de palais des plus subtils et d'exploits des plus grands. L'histoire de Kubilai n'est pas une simple chronique de conquête et de bataille. C'est une saga grandiose sur le choc des civilisations, sur la naissance douloureuse d'un nouvel empire syncrétique sur les décombres fumants des anciens mondes. C'est l'histoire d'un homme dont la personnalité était aussi complexe, multiple et contradictoire que l'époque même dans laquelle il lui fut donné de vivre et de régner. C'est le récit de la manière dont le petit-fils du plus grand destructeur de l'histoire devint l'un des plus grands bâtisseurs, et du prix exorbitant que lui, son peuple et le monde entier durent payer pour cette grandeur. Et cette histoire commence dans l'ombre épaisse et dévorante de son grand-père tout-puissant, l'homme qui, par la force de sa volonté, changea à jamais la face de l'Eurasie. Pour saisir l'envergure de la personnalité de Kubilai, il faut d'abord se plonger dans le monde qui l'a engendré, un monde redessiné selon les patrons d'un seul homme, Gengis Khan. Avant lui, la terre que nous appelons la Mongolie était un chaudron bouillonnant et sanglant. Des dizaines de tribus et de clans rivaux, les puissants Tatars, les rusés Kéraïtes, les vengeurs Merkites, menaient une guerre sans fin de tous contre tous.
Pendant des siècles, ils se volaient mutuellement bétail et épouses, concluaient des alliances scellées par le sang et les trahissaient avec la même facilité, vivaient selon les lois primitives de la vendetta et des raids incessants. C'était une terre d'extrêmes, une chaleur estivale torride et un froid hivernal mordant jusqu'aux os. Une terre rude, qui donnait naissance à des hommes rudes et laconiques, où la vie d'un homme valait moins qu'un bon cheval et où la seule frontière visible était l'horizon infini, se confondant avec le ciel bleu éternel, leur divinité principale, Tengri. Temujin, né dans l'humiliation, ayant connu dans son enfance la trahison, la perte de son père et la honte de l'esclavage, réussit à accomplir ce qui semblait impossible. Tel un puissant forgeron doté d'une volonté surhumaine, du génie d'un stratège et du talent d'un organisateur inégalé, il saisit cette masse de tribus dispersées, anarchiques, brûlant d'une haine mutuelle, et la reforgeait en un peuple uni, une nation monolithique d'acier, soudée par une discipline de fer et un objectif commun et enivrant, la conquête du monde entier. Il leur donna la grande Yassa, un code de loi qui était plus sacré et plus important que n'importe quelle coutume tribale. La Yassa était simple et impitoyable. Elle punissait de mort la trahison, la lâcheté au combat, l'adultère, le vol à grande échelle. Mais en même temps, elle établissait des principes qui devançaient leur temps de plusieurs siècles. La Yassa proclamait une tolérance religieuse absolue, exemptant de tous impôts et corvées les membres du clergé de toutes les religions, moines bouddhistes, prêtres chrétiens, mollahs musulmans, ermites taoïstes. Gengis Khan comprenait que la foi est un instrument de gouvernement et qu'il vaut mieux avoir des prêtres loyaux priant pour vous leur propre Dieu que des foyers de résistance cachés. Il créa une armée sans égale dans le monde d'alors. Ce n'était pas une horde chaotique. C'était une machine de guerre parfaitement huilée, sans âme. À sa base se trouvait le système décimal, simple et génial. Les guerriers étaient regroupés en dizaines, ou arbans, en centaines, ou djaons, en milliers, ou mingans, et en tumens, de 10 000 guerriers. Cette structure assurait une maniabilité et une interchangeabilité impeccables. Chaque guerrier était un archer à cheval de naissance. Dès sa plus tendre enfance, un garçon mongol apprenait à se tenir en selle aussi naturellement qu'à marcher et à tirer à l'arc aussi habituellement qu'à respirer. Leur arme principale était l'arc composite complexe, collé à partir de plusieurs couches de bois, de cornes et de tendons. C'était une arme mortelle, capable d'envoyer des flèches lourdes à 300 ou 400 mètres et de percer à courte distance une cotte de mailles et même une armure de plaques. Leurs chevaux mongols, robustes et de petite taille, pouvaient se nourrir d'herbe pendant des jours et couvrir d'énormes distances. La tactique des Mongols était le summum de l'art militaire de l'époque. Ils évitaient les attaques frontales, préférant épuiser l'ennemi par des tirs incessants. Leur manœuvre de prédilection était la fausse retraite. Une avalanche de cavalerie simulait une fuite panique, attirant la cavalerie lourde ennemie dans un piège où elle était encerclée sur les flancs et exterminée par des forces fraîches. La tactique des Mongols était le summum de l'art militaire de l'époque. Ils évitaient les attaques frontales, préférant épuiser l'ennemi par des tirs incessants. Leur manœuvre de prédilection était la fausse retraite. Une avalanche de cavalerie simulait une fuite panique, attirant la cavalerie lourde ennemie dans un piège où elle était encerclée sur les flancs et exterminée par des forces fraîches. Ils étaient des maîtres inégalés de l'art du siège, poussant des dizaines de milliers de prisonniers devant les murs des villes comme un bouclier humain et utilisant les technologies de siège chinoises et persanes les plus avancées. Et ils étaient maîtres de la guerre psychologique. L'empire des Jin dans le nord de la Chine avait été mis à genoux. Le puissant et prospère empire du Khwarezm en Asie centrale, de Samarcande et Bukhara à Urgench, avait été rayé de la carte. Les avant-gardes mongols
menée par les géniaux généraux Djébé et Subotai, avait traversé le Caucase comme un tourbillon de feu, écrasé les forces unies des Koumans et des princes russes à la bataille de la Khalkha et était retournée dans les steppes, rapportant au Khan l'existence de nouvelles terres à conquérir. L'Empire s'étendait de la mer Caspienne à l'océan Pacifique. C'était un État armé prédateur, dont l'économie se nourrissait du butin de guerre et du tribut des peuples soumis, et dont l'aristocratie, les noyants et les bagatures ne concevaient pas son existence en dehors de la guerre. Tel était le monde dans lequel Kubilai grandit, un monde où la plus haute vertu était de tuer l'ennemi, et la plus haute valeur, la fidélité à son clan et à son khan, un monde qu'il devait hériter, lui et ses frères. Tandis que les irrésistibles Tumènes étendaient les frontières de l'Empire, en son cœur, dans les campements nomades sur les rives des rivières Onon et Kerlen, grandissait une nouvelle, une seconde génération de Genghis Khanites. Parmi eux, les fils de Tului, le quatrième et bien-aimé fils de Gengis Khan par son épouse principale Börte, occupaient une position particulièrement privilégiée. Tului était le véritable fils de son père, un guerrier intrépide, adoré des soldats pour sa générosité et son courage personnel, mais il n'hérita pas d'un centième du génie politique de Gengis Khan. Après la mort de l'ébranleur de l'univers en 1227, selon la coutume mongole de l'Otchigin, c'est-à-dire le gardien du foyer, c'est Tului, en tant que fils cadet, qui hérita de la yourte paternelle, les terres mongoles originelles. Il fut régent de l'Empire pendant 2 ans, jusqu'au Kuriltai de 1229, où, conformément à la volonté de Gengis Khan, son frère aîné, Ögedei, plus calme et enclin au plaisir, fut élu Grand Khan. Le destin de Tului fut court et tragique. En 1232, lors d'une campagne contre l'Empire Jin, il mourut à l'âge d'environ 41 ans. La version officielle, presque hagiographique de sa mort, raconte que le grand Khan Ögedei tomba gravement malade et que les chamans déclarèrent que les mauvais esprits de la terre et des eaux de Chine se vengeaient de la dévastation et exigeaient en sacrifice un membre de la famille impériale. Alors le vaillant Tului, sans hésiter, accomplit le rituel. Il prononça une incantation, prenant sur lui la maladie de son frère, but une coupe d'eau ensorcelée, en fait du poison, et mourut, sauvant ainsi le Khan. Cependant, dans les coulisses, on murmurait autre chose. Tului était trop populaire dans l'armée, trop influent et représentait peut-être une menace pour le pouvoir d'Ögedei. Sa mort soudaine était trop commode pour la maison régnante. La mort de Tului fit de ses 4 fils par son épouse principale, Mönke, Kubilai, Hulagu et Arik Bokeh, des orphelins. Mais le plus grand don du destin leur fut accordé en la personne de leur mère. Sorghaghtani Beki, épouse de Tului, n'était pas une simple femme de noble naissance. Nièce du puissant souverain Kherait Wang Khan, détrôné par Gengis Khan, elle était, sans exagération, l'une des femmes les plus intelligentes, les plus visionnaires et les plus politiquement douées de son époque. Étant chrétienne de confession nestorienne, elle possédait une largeur de vues inaccessible à la plupart des aristocrates mongols. Elle comprenait intuitivement ce que les autres ne comprenaient pas. Il est impossible de gouverner éternellement le monde par la seule force militaire brute. L'historien et vizir persane Rachid al-Din, qui servit plus tard les descendants de son fils Hulagu, écrivit à son sujet avec une admiration non dissimulée. Elle était extrêmement intelligente et capable et s'élevait comme une tour au-dessus de toutes les femmes du monde. Et si je voulais énumérer toutes ses qualités louables, cela prendrait beaucoup de temps. C'est précisément Sorghaghtani, cette femme politique de génie, qui jeta les bases solides de la future grandeur de sa maison. Tandis que d'autres princes mongols passaient leur jeunesse insouciante dans des chasses à courre sans fin, des festins ivres et des jeux guerriers, elle insista pour que ses enfants reçoivent une éducation polyvalente.
Elle voyait que l'avenir de l'Empire se décidait non seulement dans les steppes, mais aussi dans les chancelleries des pays conquis, dans la gestion de millions de sujets sédentaires avec leur économie complexe, leur culture et leurs traditions bureaucratiques millénaires. Elle répartit soigneusement les rôles. Möngke, l'aîné, fut élevé comme un souverain mongol idéal, sévère, juste, fidèle aux traditions et aux lois de la Yassa. Hulagu, destiné à conquérir le monde musulman par le fer et le feu, étudia en profondeur l'art militaire et les coutumes persanes. Arik Böke, le plus jeune, resta auprès de sa mère sur les terres originelles, se préparant au rôle traditionnel de gardien de la yourte paternelle. Kubilai, quant à lui, était destiné à un sort particulier. Dès sa jeunesse, il commença à manifester un intérêt inhabituel, presque malsain du point de vue des Mongols orthodoxes, pour la civilisation chinoise. La plupart de ses parents regardaient les Chinois avec mépris. Des agriculteurs efféminés, des citadins rusés, des fonctionnaires lâches, bons seulement à payer un tribut sans discuter et à se prosterner devant leurs conquérants. Mais Kubilai, guidé par sa mère, voyait autre chose. Il voyait une sagesse millénaire, incarnée dans les traités philosophiques. Il voyait un système de gouvernement parfait, capable de digérer et d'assimiler n'importe quel conquérant, même le plus sauvage. Sur l'insistance de Sorgak Tani, il s'entoura de tout un état-major de conseillers chinois, des lettrés confucéens, d'anciens fonctionnaires Jin, des moines bouddhistes. Son principal précepteur devint le sage Yao Shu. Sous leur direction, Kubilai étudia la langue chinoise, la calligraphie, l'histoire des dynasties et les fondements de l'éthique confucéenne avec son culte de l'ordre, du gouvernement humain et de la hiérarchie stricte. En 1236, sous le règne du Khan Eugedei, alors que les terres conquises du nord de la Chine étaient distribuées en apanages aux princes mongols, Kubilai, âgé de 21 ans, reçut une région de 10 000 foyers dans l'actuel Hebei. Ce fut sa première expérience autonome. Et là, il se comporta de manière complètement différente de ses parents. D'autres princes considéraient leurs apanages comme une source de profit immédiat, imposant à la population des taxes exorbitantes, exigeant un tribut non seulement en grains et en soie, mais aussi en jeunes femmes et en artisans. Kubilai, quant à lui, suivant les conseils de Yao Shu, agit en propriétaire avisé. Il mit en place une administration composée de fonctionnaires chinois, rationalisa le système fiscal, réduisit les impôts, commença à investir des fonds dans la restauration des systèmes d'irrigation, protégea l'agriculture et l'artisanat. Il comprit rapidement une vérité simple. Un jardin bien entretenu porte des fruits pendant de nombreuses années, tandis qu'un désert brûlé ne donne rien. Son petit apanage se transforma rapidement en un îlot de prospérité et d'ordre, où affluaient les réfugiés des régions voisines, gémissant sous le joug insupportable des autres seigneurs mongols. Cet apanage devint pour Kubilai un laboratoire politique inestimable. C'est là qu'il affina ses compétences de dirigeant et forma sa vision unique de l'avenir de l'Empire. Une vision qui différait radicalement des conceptions steppiques traditionnelles de son grand-père et de ses frères. Il commençait déjà à comprendre la vérité fondamentale que l'un de ses conseillers formulera plus tard. On peut conquérir l'empire du milieu à cheval, mais on ne peut pas le gouverner à cheval. L'empire de Gengis Khan, qui semblait être un monolithe indestructible, commença, après son départ, à être miné de l'intérieur par la rouille de la lutte pour le pouvoir. La mort de Gédéi en 1241 des suites d'une ivresse immodérée plongea l'Empire dans le chaos. S'ensuivit une période de régence de 5 ans de sa veuve, Törgen Khatun, femme autoritaire et ambitieuse, mais peu clairvoyante et vengeresse. Contre la volonté de son défunt mari, qui souhaitait voir son petit-fils Shirmun comme successeur, Törgen, par tous les moyens, intrigues et pots de vin, promut sur le trône son propre fils, Guyuk.
Cela entraîna une profonde scission au sein de l'élite dirigeante. Les descendants d'Eugédei et de Chagatai, le deuxième fils de Gengis Khan, soutinrent Güyük. Les descendants d'Eugédei et de Chagatai, le deuxième fils de Gengis Khan, soutinrent Güyük. Et les puissants clans des descendants de Jochi, c'est-à-dire la Horde d'Or, et de Tului, menés par la sage Sorgag Tani, adoptèrent une position attentiste, sabotant la convocation du Kuriltai. Ce n'est qu'en 1246 que Töregene réussit à rassembler un Kuriltai et à imposer l'élection de Güyük comme grand khan. Son court règne fut marqué par une forte intensification des tensions entre sa maison, la maison des Eugédéides, et la maison de Tului. Güyük haïssait Sorgag Tani et ses fils, y voyant ses principaux rivaux. L'affaire se dirigeait inexorablement vers une guerre ouverte qui aurait pu diviser l'Empire. Mais en 1248, Güyük, menant son armée vers l'ouest, prétendument pour se soigner, mais en réalité pour frapper son principal adversaire, le Khan de la Horde d'Or, Batu, mourut subitement dans la région de Samarcande. Sa mort ouvrit de nouveau la voie au trône suprême. Et c'est là que Sorgag Tani Beki, la grande stratège, joua sa partie décisive. Elle agit rapidement et résolument. Concluant une alliance secrète avec le puissant Batu Khan, qui ne souhaitait pas non plus voir sur le trône quelqu'un de la maison ennemie de Gédei, elle unit les ressources colossales des deux plus puissants Ulus. Par leurs efforts conjoints, ils convoquèrent un Kuriltai en 1251. Malgré l'opposition farouche des Eugédéides et des Chagataïdes, qui qualifièrent ce Kuriltai d'illégal à une écrasante majorité, le fils aîné de Sorgag Tani, Möngke, fut élu grand khan. Ce fut un triomphe retentissant pour la maison de Tului. Le pouvoir dans l'empire mongol passa irrévocablement des descendants d'Eugédei aux descendants de Tului. Möngke Khan se révéla un souverain fort, dur et efficace. Il procéda immédiatement à une purge sanglante, exécutant des dizaines de ses opposants, y compris la veuve de Güyük et de nombreux princes des clans ennemis. Il rétablit une discipline stricte et l'application de la grande yassa, et il reprit la politique de conquête, qui avait été suspendue pendant les années de querelles intestines. Il confia à ses frères deux tâches grandioses. Hulagu, le deuxième par ordre d'âge, fut envoyé dans une grande campagne au Moyen-Orient, qui s'achèvera quelques années plus tard par la prise de Bagdad, l'exécution du dernier calife et la destruction du califat abbasside. Et Kubilai, qui s'était déjà fait connaître comme un administrateur talentueux des terres chinoises, se vit confier une tâche non moins complexe, la guerre au sud, la conquête finale de toute la Chine. Pour Kubilai, ce fut son heure de gloire. Il eut l'occasion d'appliquer ses talents à une échelle sans précédent. Cependant, sa première cible ne fut pas le puissant et riche empire des Song du Sud, mais le royaume montagneux et difficile d'accès de Dali, situé sur le territoire de l'actuelle province chinoise du Yunnan. Cette campagne fut un coup stratégique de génie. Elle permettait de contourner les principales lignes de défense des Song du Sud par le sud-ouest, créant un deuxième front inattendu. La campagne de 1253-1254 démontra non seulement le talent de chef de guerre de Kubilai, mais aussi sa maturité politique. Contrairement à la tactique mongole standard de terreur totale, il agit de manière beaucoup plus subtile et intelligente. Avant l'assaut de la capitale, il envoya à 3 reprises des ambassadeurs avec une proposition de reddition pacifique. Lorsque les ambassadeurs furent perfidement exécutés, il prit la ville d'assaut avec fureur, mais ordonna strictement à ses guerriers de ne pas commettre de massacres et d'épargner la population civile. De plus, il maintint au pouvoir la dynastie régnante de Dali en tant que ses vassaux, s'assurant ainsi instantanément la loyauté de l'élite locale. C'était une approche de la conquête absolument nouvelle et révolutionnaire.
Sous le règne de Mengke, l'étoile de Kubilai montait de plus en plus haut. Il fut nommé gouverneur de tous les territoires chinois conquis. Dans le nord de la Chine, il fonda sa résidence d'été et sa nouvelle capitale, la ville de Kaiping, qui deviendra plus tard connue des Européens comme la légendaire Xanadu du poème de Samuel Coleridge. Il poursuivit sa politique, s'entourant de conseillers chinois, construisant des écoles, protégeant le bouddhisme et le taoïsme, restaurant l'économie. Mais son ascension fulgurante et sa sinisation évidente suscitaient une irritation et des soupçons croissants de la part de l'aristocratie mongole conservatrice à la cour du grand Khan à Karakorum. À leurs yeux, il était un renégat, un traître aux préceptes sacrés de Gengis Khan, ayant troqué la vaillance de la vie nomade contre le luxe efféminé chinois et les intrigues de palais perfides. En 1257, leurs calomnies atteignirent leur but. Mengke, cédant à la pression de son entourage, destitua Kubilai de toutes ses fonctions et envoya dans ses possessions ses propres inspecteurs pour mener une vérification totale et déceler des détournements de fonds. Ce fut un coup très dur et une humiliation publique. N'importe quel autre prince se serait révolté. Mais Kubilai, faisant preuve d'une humilité et d'une clairvoyance politique miraculeuse, envoya ses épouses et ses enfants à la cour du Khan comme otages, puis se présenta personnellement devant son frère aîné. Il ne se justifia pas, mais se repentit humblement de tous les péchés possibles. Cette tactique fonctionna. Mengke changea sa colère en clémence et rendit à Kubilai tous ses pouvoirs. La crise était passée, mais une méfiance mutuelle subsistait. Et bientôt, des événements se produisirent qui firent exploser l'empire de l'intérieur. En 1258, Mengke Khan, mécontent de la lenteur de la guerre contre les Song du Sud, décida de prendre personnellement la tête de l'armée. Il mena ses troupes dans la province montagneuse et difficile d'accès du Sichuan pour assiéger l'une des forteresses clés. Et là, dans un climat chaud et humide, en août 1259, le grand Khan, maître du plus grand empire de l'histoire de l'humanité, périt. La cause exacte de sa mort est inconnue à ce jour. Selon une version, il tomba sous la flèche d'un arbalétrier Song. Selon une autre, plus probable, il mourut de dysenterie ou de choléra, qui décimait son armée. Sa mort fut la pierre qui provoqua une avalanche dévastatrice. La nouvelle de la mort du Khan, transmise par les courriers du service du Yam, vola aux quatre coins de l'Empire. Toutes les campagnes militaires furent immédiatement arrêtées. La course au trône vacant commença. À ce moment critique en Mongolie, dans la capitale sacrée de Karakorum, se trouvait leur jeune frère, Arik Böke, gardien des terres originelles et chef du parti conservateur. Parti conservateur. Et Kubilai, commandant de la principale armée mongole, était loin au sud, au cœur même de la Chine ennemie. L'Empire était au bord de sa première grande guerre civile. La nouvelle fatidique de la mort de Mengke surprit Kubilai pendant le siège de la ville d'Ezhou sur le fleuve Yangtze. Il se trouva face au choix le plus difficile de sa vie. Selon la tradition immuable et les lois de la Yassa, tous les princes du sang devaient immédiatement cesser toute action militaire et retourner en Mongolie pour participer au grand Kuriltai, qui devait élire le nouveau grand Khan. Mais Kubilai, doté d'un sens politique aigu, comprenait que c'était un piège mortel. Son jeune frère, Arik Böke, se trouvait déjà dans la capitale, Karakorum. Il était le gardien légitime de la grande yourte de Gengis Khan et bénéficiait du soutien de l'écrasante majorité des influents noyants des anciens clans mongols originels. Si Kubilai, abandonnant son armée dévouée, s'était rendu seul à Karakorum, son sort aurait été scellé. Au mieux, la prison, au pire, une mort rapide et discrète. Arik Böke était l'étendard et l'espoir du parti conservateur Stepik.
Lui et ses partisans méprisaient sincèrement Kubilai. À leurs yeux, il était un renégat, un apostat, qui avait troqué la vaillance du guerrier contre les subtilités du bureaucrate chinois. Ils voyaient comment il s'entourait de sages confucéens, comment il construisait des villes au lieu de nomadiser, comment il introduisait des impôts au lieu de prélever un tribut. Pour eux, l'ascension de Kubilai signifiait la fin de cet empire nomade traditionnel, créé par Gengis Khan, et le transfert du centre de pouvoir et de richesse de la patrie mongole sacrée vers une Chine étrangère, efféminée et hostile. Il ne pouvait le permettre. Kubilai, après de douloureuses réflexions et des consultations avec ses conseillers chinois et mongols, fit le seul pas possible, bien qu'extrêmement risqué. Il viola ostensiblement la tradition. Au lieu de se diriger vers le nord, vers la Mongolie, il conclut une trêve avantageuse avec l'Empire Song et mena son immense armée aguerrie vers son propre quartier général, la ville de Kaiping, également connue sous le nom de Chengdu. Et là, sur le sol chinois, entouré de ses troupes fidèles et de ses fonctionnaires dévoués, en mai 1260, il convoqua son propre Kuriltai, séparé. Et là, sur le sol chinois, entouré de ses troupes fidèles et de ses fonctionnaires dévoués, en mai 1260, il convoqua son propre Kuriltai, séparé. Ce Kuriltai, composé principalement de ses chefs militaires et des noyants mongols dont les apanages et les intérêts étaient liés à la Chine, proclama prévisiblement et à l'unanimité Kubilai Grand Khan de l'Empire mongol. Presque au même moment, à Karakorum, se réunissait un autre Kuriltai, plus représentatif, plus nombreux, et, du point de vue du droit traditionnel, sans aucun doute plus légitime. Il élut, comme on s'y attendait, Arik Bokeh comme Grand Khan. Pour la première fois dans l'histoire, l'Empire mongol avait deux Grands Khans, deux centres de pouvoir, deux visions irréconciliables de l'avenir. Arik Bokeh incarnait le passé, un empire nomade unifié, gouverné depuis le cœur des steppes, vivant selon les lois de la Yassa et aux dépens de l'exploitation des peuples sédentaires conquis. Kubilai représentait l'avenir, un nouvel empire syncrétique, où l'élite militaire mongole se combinerait avec le système administratif chinois, où le centre du pouvoir et de la richesse se déplacerait des pauvres pâturages vers les régions densément peuplées et économiquement développées. Du côté d'Arik Bokeh se trouvaient la tradition, la légitimité et le soutien de la plupart des Gengis Khanides, y compris le souverain de la Horde d'Or, Berke, et les souverains de Lulus de Chagatai. Du côté de Kubilai se trouvait une armée immense et expérimentée, et les ressources matérielles et humaines pratiquement inépuisables du nord de la Chine. La guerre dura 4 longues et sanglantes années, de 1260 à 1264. Kubilai, disposant des ressources de la Chine, agit avec méthode et cruauté. Son arme principale ne fut pas la cavalerie, mais l'économie. Il établit un blocus total de la Mongolie, coupant toutes les routes caravanières par lesquelles parvenaient à la steppe des produits vitaux. Grains, thé, tissus, fer, produits artisanaux. La steppe, incapable de se nourrir et de subvenir à ses propres besoins, commença à mourir lentement de faim et de privation. Les prix des denrées alimentaires à Karakorum grimpèrent en flèche. La famine s'installa. Les armées d'Arik Bokeh, composées de guerriers excellents, fondaient non pas tant à cause des batailles que de la faim, des maladies et des désertions massives. Kubilai, quant à lui, s'appuyant sur sa base chinoise, pouvait sans problème entretenir et équiper des forces considérables. Ses troupes, sous le commandement de ses généraux fidèles, écrasèrent les partisans d'Arik Bokeh en Mandchourie et aux abords de la Chine. Les batailles décisives se déroulèrent sur le territoire même de la Mongolie. Les armées de Kubilai, à 2 reprises,
en 1261 et 1263, prirent et saccagèrent la capitale sacrée de Karakorum, portant un coup irréparable au prestige et à l'autorité d'Arik Böke. Finalement, les ressources décidèrent de l'issue de la guerre. En août 1264, complètement épuisé par la lutte, abandonné par la plupart de ses alliés et voyant les souffrances insupportables de son peuple, Arik Böke prit la décision de se rendre. Il se rendit personnellement à Chengdu et se présenta devant son frère aîné. Kubilai lui fit subir un interrogatoire public et humiliant en présence de tous les noyants, lui demandant « Qui de nous avait raison dans cette querelle ?» Il se rendit personnellement à Chengdu et se présenta devant son frère aîné. Kubilai lui fit subir un interrogatoire public et humiliant en présence de tous les noyants, lui demandant « Qui de nous avait raison dans cette querelle ?» Nous avions raison alors, et vous, vous avez raison aujourd'hui, répondit Arik Böke avec une fierté intacte. Kubilai lui laissa la vie, mais le fit emprisonner. 2 ans plus tard, Arik Böke mourut en prison dans des circonstances très mystérieuses, ce qui donna lieu à des rumeurs d'empoisonnement secret. Kubilai fit exécuter sans pitié ses principaux partisans et conseillers. La victoire fut absolue. Kubilai devint le souverain unique, le grand khan de l'Empire mongol. Mais cette victoire fut une victoire à la Pyrrhus. Ils devinrent de facto des souverains indépendants, ne mentionnant son nom que formellement. L'Empire mongol unifié, ce colosse qui s'étendait de la Hongrie à la Corée, se désintégra de fait en 4 États indépendants. L'île Khanat de Persée, gouvernée par son frère Hulagu et ses descendants, resta un allié, mais mena également une politique autonome. Kubilai avait gagné le trône, mais dans la lutte, il avait perdu l'empire. Et maintenant, debout sur ses décombres, il devait en construire un nouveau, le sien. Ayant remporté la victoire dans la guerre fratricide, Kubilai brûla définitivement les ponts qui le liaient au passé. Il ne se faisait plus d'illusions. Gouverner sa partie de l'empire démembré depuis la lointaine, froide et dévastée Karakorum ait été insensé et impossible. Le centre de son pouvoir, ses ressources financières et humaines, ses ambitions et son avenir, tout était inextricablement lié à la Chine. En 1267, il prit une décision fatidique. Il transféra sa capitale principale de Chengdu sur le site de l'ancienne capitale Jurchen de Zhongdu, cette même ville qui avait été rasée par l'armée de son grand-père l'année de sa naissance. Sur ces ruines, sur cette terre imprégnée de sang, il commença la construction d'une nouvelle ville d'une ampleur sans précédent qui devait devenir la capitale non seulement de la Chine, mais du monde entier. Il la nomma Dadu, la grande capitale. Pour les Chinois, elle était connue sous le nom de Khanbalik, la ville du Khan. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom de Pékin. Dadu devint l'incarnation visible des ambitions impériales de Kubilai. Ce ne fut pas une ville qui s'était développée spontanément. Elle fut planifiée avec une précision mathématique et une ampleur impériale selon les canons exposés dans les anciens traités chinois. Des rues droites comme des flèches, se croisant à angles droits stricts, créaient un quadrillage rectangulaire parfait. Au cœur même de la ville, ceinte de son propre mur pourpre, s'élevait la cité interdite, un complexe palatial grandiose avec des centaines de pavillons, des jardins, des lacs et des collines artificielles. C'est là, hors de portée des simples mortels, que vivait le Khan empereur lui-même et sa cour. Toute la ville était entourée d'une muraille défensive des plus puissantes, de plus de 15 mètres de haut et d'un périmètre de près de 30 kilomètres, avec 11 portes massives et des tours de guet. Un système complexe de canaux, reliés au Grand Canal, permettait aux navires de commerce d'accoster au mur même de la ville, assurant une livraison ininterrompue de vivres et de marchandises. Ce n'était pas un camp militaire mongol, mais une véritable capitale impériale,
conçu pour frapper l'imagination, inspirer la crainte et démontrer au monde entier la puissance et la pérennité du nouveau pouvoir. C'est ici, à Dadou, au milieu des échafaudages de sa nouvelle capitale, qu'en 1271, Kubilai fit un pas politique et idéologique sans précédent et révolutionnaire. Il proclama officiellement la fondation d'une nouvelle dynastie impériale sur le modèle chinois. Il lui donna le nom de Yuan, l'originel, ou le commencement. Ce nom, tiré du plus ancien texte philosophique chinois, le Yi Jing, connu sous le nom de Livre des mutations, portait en lui un sens sacré très profond et devait symboliser le début d'une nouvelle ère cosmique. Par cet acte, Kubilai se positionna définitivement. Il n'était plus simplement un khan mongol gouvernant la Chine comme un territoire occupé. Il devenait l'empereur chinois légitime, le fils du ciel, ayant reçu le mandat céleste des dynasties déchues précédentes. C'était un coup de génie, visant à légitimer son pouvoir aux yeux de millions de sujets chinois et, surtout, à s'attirer les faveurs de l'élite lettrée confucéenne, sans laquelle il était impossible de gouverner la Chine. Il revêtait les habits de la civilisation chinoise pour la gouverner. Mais un obstacle immense restait sur le chemin de la domination totale. Au sud, au-delà du fleuve Yangtze, existait encore l'empire des Song du Sud. Immense, incroyablement riche, avec une population dépassant les 60 millions d'habitants, il contrôlait les régions les plus fertiles, les plus peuplées et les plus économiquement développées de Chine, le berceau du riz, de la soie et du thé. Tant que les Song n'étaient pas soumis, le pouvoir de Kubilai sur la Chine restait incomplet, et son titre d'empereur conditionnel. La guerre, interrompue par la mort de Mengke et la guerre civile qui s'ensuivit, devait reprendre avec une force nouvelle et décisive. L'épisode clé de cette guerre finale fut le siège des villes jumelles de Jiangyang et Fancheng sur la rivière Han. Ces deux forteresses très puissantes, situées sur les rives opposées du fleuve, étaient les portes stratégiques de la vallée du Yangtze, au cœur même des Song du Sud. Le siège commença en 1268 et dura près de 5 ans, se transformant en l'un des sièges les plus longs et les plus acharnés de l'histoire mondiale. Les garnisons Song, parfaitement approvisionnées par la rivière, se battirent avec un courage désespéré. La cavalerie mongole, terreur des plaines ouvertes, était impuissante face aux hauts murs, aux profonds fossés et aux larges rivières. Kubilai réalisa que les méthodes mongoles traditionnelles ne fonctionnaient pas ici, et c'est alors qu'il eut recours à des technologies de pointe. Sur son ordre personnel, de Perse, de l'état allié des îles Khans, où régnait son frère Hulagu, furent recrutés les meilleurs ingénieurs de siège de l'époque, les musulmans Ismaïl et Ala al-Din. Ils apportèrent avec eux les plans et les connaissances pour la construction de trébuchets à contrepoids géants, des engins de siège jamais vus auparavant en Asie de l'Est. Ces machines, que les Chinois terrifiés surnommèrent Huihuipao, c'est-à-dire catapultes musulmanes, étaient de véritables monstres d'ingénierie. Elles pouvaient lancer des boulets de pierre taillés pesant plus de 100 kg à une distance de plusieurs centaines de mètres, pulvérisant n'importe quel mur. Au début de l'an 1273, ces engins de mort commencèrent dans leur travail. L'un des tout premiers projectiles, décrivant un immense arc dans le ciel, s'abattit avec un fracas assourdissant sur l'une des tours de Fancheng, provoquant des destructions colossales et une panique indescriptible. Bientôt, la ville tomba. Les défenseurs de Xiangyang, démoralisés, voyant la puissance de la nouvelle arme et comprenant la totale inutilité d'une résistance prolongée, se rendirent à la merci du vainqueur. La voie vers le sud était ouverte. Après la chute de Xiangyang, l'immense armée Yuan, sous le commandement de l'exceptionnel général mongol Bayan, tel un flot irrésistible ayant rompu une digue, déferla dans la vallée du Yangtze. L'armée Song, démoralisée,
mal commandé et déchiré par des intrigues internes, subit une défaite écrasante après l'autre. En 1276, les troupes de Bayan arrivèrent sans grande difficulté devant la magnifique capitale des Song, Linan, ville aujourd'hui connue sous le nom de Hangzhou, l'une des plus grandes et des plus riches cités du monde d'alors. L'impératrice douairière, qui gouvernait au nom du jeune empereur, comprenant l'impossibilité absolue de résister, rendit la ville sans combat, pour sauver ses magnifiques palais et sa population d'1 million d'habitants du massacre et de la destruction. Le jeune empereur Gongzong fut fait prisonnier et envoyé avec les honneurs à Dadu, à la cour de Kubilai. La guerre semblait terminée, mais les patriotes les plus fidèles et les plus irréductibles des Song s'enfuirent vers le sud, sur des navires, avec les 2 jeunes princes survivants, frères de l'empereur captif. Ils poursuivirent une résistance désespérée en mer et dans les régions côtières du Guangdong et du Fujian. Mais les patriotes les plus fidèles et les plus irréductibles des Song s'enfuirent vers le sud, sur des navires, avec les 2 jeunes princes survivants, frères de l'empereur captif. Ils poursuivirent une résistance désespérée en mer et dans les régions côtières du Guangdong et du Fujian. L'acte final et tragique de ce drame de plusieurs années se déroula en mars 1279 dans la baie de Canton, lors de la grande bataille navale de Yamen. L'immense flotte Yuan, sous le commandement de l'amiral chinois Zhang Hongfan, passé du côté des Mongols, bloqua et attaqua la flotte Song, qui comptait plus de 1000 navires. Lorsque la défaite devint évidente, l'un des plus fidèles dignitaires Song, le premier ministre Lu Jiufu, pour ne pas infliger la honte de la captivité au dernier fils du ciel, prit le jeune empereur dans ses bras, l'attacha à lui et se jeta avec lui dans les eaux froides de la baie. À sa suite, dans un acte de suicide collectif, des milliers d'autres fonctionnaires, dames de la cour et soldats mirent fin à leur jour. La grande dynastie des Song, qui avait régné sur la Chine du Sud pendant 1 siècle et demi, cessa d'exister. Pour la première fois en plus de 300 ans, toute la Chine, de la Grande Muraille au nord aux jungles tropicales au sud, était unifiée sous l'autorité d'un seul souverain. Mais ce souverain n'était pas un Chinois de la dynastie Han, mais un Mongol, un nomade, le petit-fils de Gengis Khan. Kubilai avait achevé l'œuvre que personne parmi ses prédécesseurs n'avait réussi. Il était devenu le maître absolu de l'Empire du Milieu. Devenu le maître unique de la Chine unifiée, Kubilai fut confronté à une tâche peut-être plus complexe et plus grandiose que la conquête elle-même. La nécessité de gouverner efficacement ce colosse aux pieds d'argile. Il ne pouvait pas gouverner la population de 80 millions de Chinois comme son ulus mongol héréditaire. Il lui fallait un système complexe, à plusieurs niveaux, qui, d'une part, garantirait l'éternité et l'immuabilité de la domination mongole, et d'autre part, utiliserait l'expérience millénaire chinoise pour gérer une société et une économie complexes. Le résultat fut un hybride administratif unique, sans précédent dans l'histoire, dans lequel se mêlaient les traditions militaires mongoles, la sophistication bureaucratique chinoise et même des pratiques financières persanes et d'Asie centrale. Le fondement sur lequel Kubilai construisit la structure sociale de son nouvel empire Yuan fut une division ethnique et statutaire stricte, légalement consacrée, de toute la société. Toute la population fut arbitrairement divisée en 4 catégories inégales. La première catégorie, les Mongols, l'élite inconditionnelle, la nouvelle classe supérieure, dotée de privilèges absolus. Seuls eux pouvaient occuper les plus hauts postes militaires et administratifs de l'État. Ils étaient pratiquement exemptés d'impôts, ne subissaient pas de corvée et n'étaient jugés que selon leurs propres lois mongoles. Même pour le meurtre d'un Chinois, un Mongol ne s'en tirait qu'avec une amende. La deuxième catégorie, les Semuren, ce qui signifie les gens aux yeux de toutes couleurs. C'était une catégorie hétéroclite, multinationale, qui comprenait tous les alliés non mongols et les personnes originaires des parties occidentales de l'Empire mongol, Ouïghours, Perses,
Arabes, Turcs, Syriens et même des Européens, Russes, Alains, ancêtres des Ossètes et Italiens. Kubilai les recruta activement car, d'une part, il ne faisait pas entièrement confiance à l'élite chinoise, et d'autre part, il comprenait que les Mongols illettrés seuls étaient catastrophiquement insuffisants pour gérer le système financier et administratif complexe de la Chine. Les semus occupaient des postes clés dans le département des finances, les administrations fiscales, le commerce extérieur et la science. Le célèbre Vénitien Marco Polo, s'il a bien servi le Khan, appartenait précisément à cette catégorie privilégiée. La troisième catégorie, les Han Ren ou Zhang Han. Cette catégorie comprenait non seulement les Chinois de souche qui peuplaient l'ancien empire Jin au nord, mais aussi d'autres peuples conquis par les Mongols avant les Song du Sud, les Khitan, les Jurchen et les Coréens. Ils étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, leurs droits étant considérablement limités par rapport aux Mongols et aux semus. Et enfin, la quatrième catégorie, les Nan Ren, c'est-à-dire les gens du Sud. La catégorie la plus basse, la plus nombreuse, comptant plus de 60 millions de personnes, et la plus dépourvue de droits. C'étaient les anciens sujets de l'empire des Song du Sud fraîchement conquis. Kubilai leur faisait le moins confiance et voyait en eux la principale menace potentielle. Il leur était interdit d'occuper des postes d'État un tant soit peu importants. Des lois humiliantes furent introduites pour eux. Interdiction de porter des armes, interdiction de tenir des assemblées, interdiction de se promener la nuit dans la ville et même d'apprendre la langue mongole. Ce système de castes était un instrument de contrôle cynique mais efficace. Il visait à empêcher l'assimilation des Mongols, peu nombreux, dans l'immense mer chinoise et à consolider à jamais leur position dominante. Cependant, il posait également sous l'édifice de l'Empire Yuan une bombe à retardement, engendrant une haine profonde et latente et une hostilité raciale de la part de la grande majorité de la population autochtone. Dans le domaine économique, Kubilai se révéla un réformateur audacieux et d'envergure, dont les actions devancèrent son temps de plusieurs siècles. Il comprenait parfaitement que la puissance de son empire reposait non seulement sur les lances et les flèches, mais aussi sur une économie florissante. Il réalisa une véritable révolution financière en faisant du papier-monnaie des assignats appelés chao, le seul moyen de paiement légal et obligatoire sur tout le territoire gigantesque de son empire. Les dynasties chinoises précédentes avaient également expérimenté le papier-monnaie, mais celui-ci avait toujours eu une circulation limitée et n'était, en substance, que des certificats garantis par des réserves d'argent, d'or ou de soie. La monnaie yuan chao devint la première véritable monnaie fiduciaire du monde, sa valeur étant garantie non pas par des métaux précieux, mais exclusivement par la force et l'autorité du décret impérial. Ce système, centralisé et contrôlé par l'État, permit de créer un espace économique unifié, réduisit considérablement le coût et accéléra les opérations commerciales. Mais il portait aussi en lui le danger mortel d'une émission incontrôlée et de l'inflation, qui devint l'une des principales causes de l'effondrement de la dynastie Yuan sous ses successeurs moins avisés. De plus, Kubilai réalisa l'un des plus grands projets d'ingénierie du Moyen Âge. Il initia et acheva la reconstruction et le prolongement du Grand Canal de Chine, reliant directement sa nouvelle capitale du Nord, Dadu, à la vallée très riche et fertile du fleuve Yangtze. Ce nouveau tronçon du canal, d'une longueur de plus de 1300 km, devint la principale artère économique du pays. Par celui-ci, vers le nord, vers la capitale et les troupes, un flot ininterrompu de barges chargées de riz, de céréales et d'autres marchandises circulait. Le règne de Kubilai fut l'âge d'or et l'apogée de l'époque connue sous le nom de Pax Mongolica, ou paix mongole.
L'immense espace s'étendant de la mer Noire à l'océan Pacifique, contrôlé par différentes branches des Gengis Khanides, devint relativement sûr pour les voyages. La grande route de la soie, ancienne artère reliant les civilisations, connut son dernier grand essor. Les caravanes, protégées par des détachements mongols, transportaient de la soie et de la porcelaine vers l'ouest et recevaient de l'argent, des tapis et de nouvelles idées de l'ouest. Kubilai encouragea activement le commerce maritime. Ces immenses jonques se rendaient en Inde, dans le golfe Persique et même jusqu'aux côtes de l'Afrique de l'Est. Dans les villes portuaires de Quanzhou et de Guangzhou arrivaient des marchands du monde entier. Dans les domaines culturels et religieux, Kubilai, fidèle aux préceptes de son grand-père, suivit une politique de tolérance pragmatique. Il comprenait qu'imposer une seule foi dans son empire hétéroclite, peuplé de dizaines de peuples, était impossible et stupide. L'islam prospérait parmi les marchands sémous et dans les régions occidentales. Le christianisme nestorien, la foi de sa mère Sorghaghtani, jouissait d'un respect particulier. Mais le principal patronage de Kubilai alla au bouddhisme, en particulier à sa forme ésotérique tibétaine. Son guide spirituel personnel, son gourou et son ami, devint un jeune mais incroyablement doué lama tibétain nommé Phagpa Lama, de l'école Sakya. Kubilai le nomma précepteur d'État, ou Guoshi, en fait le chef de tous les bouddhistes de l'Empire. Il confia même à Phagpa Lama la création d'une nouvelle écriture, dite écriture carrée, qui devait devenir une écriture unique pour toutes les langues de l'Empire, mongol, chinois, tibétain. Bien que ce projet ambitieux ait finalement échoué et que l'écriture ne se soit pas imposée, il démontre de manière éclatante l'aspiration de Kubilai à créer une nouvelle culture impériale et syncrétique. C'est à cette époque étonnante, dans ce creuset cosmopolite bouillonnant de peuples et de cultures, qu'arriva en Chine un jeune et entreprenant marchand vénitien du nom de Marco Polo. Avec son père et son oncle, il passa, selon ses propres dires, près de 17 ans à la cour de Kubilai, accomplissant diverses missions diplomatiques et administratives pour le Khan, et voyageant à travers son immense empire. Son « Livre des merveilles du monde », rédigé après son retour en Europe, devint pour les Européens du Moyen-Âge une véritable révélation, une fenêtre sur un monde inconnu, fabuleusement riche et très développé. Bien que de nombreux historiens contemporains doutent de la véracité de certains détails de son récit et de son statut élevé à la cour, son livre donne dans l'ensemble un portrait inestimable et vivant de l'Empire Yuan à l'apogée de sa puissance. Il décrivait avec admiration la splendeur de Dadu, la sagesse et la grandeur de Kubilai lui-même, l'usage répandu du papier-monnaie et du charbon comme combustible, le système postal parfaitement fonctionnel, tout ce qui semblait aux habitants d'une Europe fragmentée et pauvre, un véritable miracle. La cour de Kubilai était véritablement le centre du monde, où, à la même table pouvait s'asseoir un guerrier mongol, un lettré confucéen chinois, un astronome persan, un lama tibétain et un marchand italien. Ayant atteint le sommet de sa puissance, unifié toute la Chine sous son autorité et créé un empire prospère et stable, Kubilai semble avoir été victime de ce que les Grecs de l'Antiquité appelaient le hybris, l'orgueil et la démesure qui mènent inévitablement à la chute. Une succession de succès vertigineux engendra en lui l'illusion dangereuse de sa propre toute-puissance et de son élection divine. Il lui semblait qu'il n'existait plus au monde de force capable de résister à sa volonté, à ses armées et à sa flotte. Cette erreur fatale le poussa à une série d'aventures militaires extrêmement coûteuses, ambitieuses et, comme il s'avéra, absolument catastrophiques, qui sapèrent la puissance de son empire. La première et principale cible de ses ambitions démesurées fut le Japon. Ce pays, solidement séparé du continent par la mer, n'avait jamais fait partie de la sphère d'influence traditionnelle chinoise
et vivait sa propre vie isolée. Cependant, son refus de reconnaître Kubilai comme son suzerain suprême et de payer un tribut fut perçu par lui non pas comme un choix politique raisonnable, mais comme une insulte personnelle audacieuse. Il envoya à plusieurs reprises des ambassades au Japon avec l'exigence arrogante de se soumettre immédiatement. Le gouvernement militaire japonais, le shogunat, qui se trouvait à Kamakura, répondit invariablement par un refus fier et méprisant, et la dernière ambassade, en 1280, fut publiquement exécutée, ce qui constitua une insulte inouïe pour le souverain Yuan. La patience de Kubilai était à bout. En 1274, il équipa et envoya vers les côtes du Japon une première expédition punitive. La flotte, composée de près de 900 navires coréens et chinois, transportait une armée d'environ 40 000 guerriers, mongols, chinois et coréens. L'armada débarqua dans la baie de Hakata, sur la côte nord de l'île de Kyushu. Au début, l'avantage tactique était du côté des envahisseurs. Leurs puissantes arbalètes, qui tiraient une pluie de carreaux, et leurs bombes à poudre primitives, qui explosaient avec un fracas assourdissant, semaient la terreur et la confusion dans les rangs des samouraïs japonais habitués aux duels rituels. Mais les samouraïs, malgré de lourdes pertes, se battirent avec un courage et une fureur fanatiques, défendant leur terre sacrée. Après une journée entière de combats acharnés, les commandants mongols, ayant subi des pertes sensibles et craignant pour le sort de leur flotte, décidèrent de se replier sur leurs navires pour se regrouper et reprendre le combat le lendemain. Et cette nuit-là, un typhon soudain et violent s'abattit sur la mer. La tempête, d'une violence inouïe pour cette saison, dispersa et coula la majeure partie de la flotte d'invasion. Plus de 13 000 hommes périrent. L'expédition se solda par une catastrophe retentissante. Mais Kubilai n'était pas du genre à reculer. Il perçut la défaite non pas comme un signe du ciel ou un avertissement funeste du destin, mais comme un contretemps fâcheux, le résultat de l'incompétence de ses amiraux. Pendant 7 longues années, obsédé par l'idée de vengeance, il se prépara à une nouvelle invasion, encore plus grandiose. Sur les chantiers navals de Corée et du sud de la Chine, on construisait à un rythme effréné une armada gigantesque. En 1281, il lança sur le Japon insoumis des forces sans précédent depuis les invasions perses en Grèce. 2 flottes, l'une partie de Corée et l'autre du sud de la Chine, comptaient au total, selon diverses estimations, de 4 000 à 4 400 navires et transportaient à leur bord une armée d'invasion de 100 000 à 140 000 guerriers. C'était l'opération de débarquement naval la plus massive de l'histoire de l'humanité jusqu'au débarquement des Alliés en Normandie en 1944. Les Japonais, cependant, n'étaient pas restés les bras croisés. Pendant ces 7 années, ils s'étaient préparés fiévreusement à la défense. Le long de toute la côte de la baie de Hakata, ils avaient érigé un long mur de pierre de plusieurs mètres de haut qui devait empêcher le débarquement de la cavalerie. Lorsque la gigantesque armada de Kubilai arriva au large des côtes de Kyushu, elle ne put effectuer un débarquement rapide et s'enlisa dans des combats de position. Et de nouveau, alors que l'immense et lourde flotte Yuan était concentrée dans des baies étroites, l'incroyable se produisit. Un typhon d'une force encore plus terrible, apocalyptique, que la première fois, s'abattit sur elle. L'ouragan fit rage pendant 2 jours. Il brisait les mâts épais comme des roseaux, déchiquetait les voiles et projetait les énormes et maladroites jonques chinoises les unes contre les autres et sur les rochers côtiers. Ce ne fut pas une bataille, mais une boucherie monstrueuse, organisée par la nature elle-même. Les pertes furent inimaginables. Périrent, selon diverses estimations, de 70 à 80% de l'ensemble du corps expéditionnaire. Seule une infime partie de la flotte réussit à regagner le continent. Les Japonais, stupéfaits de leur sauvetage miraculeux, nommèrent cet ouragan salvateur kamikaze
le vent divin. Ils furent définitivement convaincus que leur pays était sous la protection des dieux. Pour Kubilai, ce fut un coup dévastateur, un knock-out porté à son prestige, à son trésor et à sa puissance militaire. La mer se révéla être le seul ennemi que le grand conquérant ne parvint jamais à soumettre. Les échecs le poursuivirent également sur ses frontières méridionales. Aveuglé par sa soif d'expansion impériale, il entreprit plusieurs campagnes ruineuses dans les jungles de l'Indochine, au Vietnam, alors connu sous le nom de Dai Viet, et au Champa. Mais les jungles denses et impénétrables, le climat chaud et humide, les maladies tropicales mortelles telles que la malaria et la dysenterie, et la brillante tactique de guérilla des Vietnamiens sous le commandement du héros national Tran Ung Dao, se révélèrent un obstacle insurmontable pour la cavalerie lourde mongole habituée aux vastes steppes. Ces immenses armées subirent des défaites humiliantes, essuyèrent des pertes colossales dues aux maladies et aux embuscades et furent finalement contraintes de se retirer sans gloire, n'obtenant qu'une reconnaissance de vassalité formelle et sans signification. L'expédition navale sur l'île de Java en 1293 fut tout aussi infructueuse et humiliante. Le souverain local Raden Wijaya, par la ruse et la tromperie, amena l'armée Yuan à écraser ses ennemis intérieurs, puis attaqua traîtreusement les Mongols affaiblis et les chassa de l'île avec ignominie. Ces échecs militaires constants sur tous les fronts eurent des conséquences à long terme très graves pour l'Empire Yuan. Ils coûtèrent au trésor des centaines de milliers de vies et des sommes astronomiques. La construction de flottes et l'équipement d'armées absorbaient toutes les ressources du pays, ce qui obligeait le gouvernement à augmenter considérablement les impôts et à imprimer sans contrôle de plus en plus de papier-monnaie sans garantie, déclenchant une spirale d'hyperinflation. Mais surtout, le mythe de l'invincibilité des armes mongoles fut brisé. Les peuples conquis et opprimés, en particulier les millions de Chinois du Sud, virent que leur maître cruel n'était pas tout-puissant. Le grondement du mécontentement, provoqué par le lourd fardeau fiscal, la discrimination ethnique humiliante et une série de défaites militaires, commença à se faire de plus en plus fort, sapant les fondations sur lesquelles reposait le colosse de la dynastie Yuan. Les dernières années de la vie du grand Khan furent assombries par l'amertume des défaites en politique extérieure et une série de profondes tragédies personnelles. En 1281, l'année même où le vent divin anéantit sa deuxième armada au large du Japon, mourut son épouse bien-aimée et sa conseillère la plus fidèle et la plus sage, l'impératrice Chabi. Elle n'était pas seulement une épouse et la mère de son héritier, étant une femme d'une intelligence et d'un tact exceptionnels. Elle fut sa plus proche collaboratrice pendant des décennies, adoucissant souvent ses accès de colère, freinant ses entreprises les plus risquées et donnant des conseils judicieux. Sa mort fut pour Kubilai un coup terrible, irréparable, et 5 ans plus tard, en 1286, un nouveau malheur le frappa. Son fils aîné et héritier soigneusement préparé, Zenjin, que les Mongols appelaient Chingim, mourut des suites de l'alcoolisme. Zenjin, qui avait reçu une brillante éducation confucéenne classique, était l'espoir de l'élite lettrée chinoise, qui voyait en lui le futur souverain idéal. Sa mort non seulement plongea le vieux Kubilai dans la plus profonde dépression, mais engendra également une grave crise dynastique, car il fallait désormais choisir un héritier parmi ses petits-fils. Ayant perdu sa femme et son fils, brisé par des échecs militaires humiliants, l'empereur vieillissant et malade commença à se désintéresser de plus en plus des affaires de l'État. Il cherchait consolation dans les seuls plaisirs qui lui restaient, une nourriture abondante et le vin. Il prit beaucoup de poids, son corps devint obèse et maladroit. Il souffrait de crises de gouttes douloureuses et d'autres maladies liées à son intempérance. Le pouvoir réel dans l'Empire se retrouva de plus en plus entre les mains de favoris sans scrupules et corrompus et de ministres des Finances.
tels qu'Ahmad Fanakati, assassiné à la suite d'un complot bien plus tôt, et ses successeurs, qui considéraient l'Empire comme une source d'enrichissement personnel, augmentant les impôts à l'extrême et provoquant la haine universelle de la population. La grandeur et l'éclat de sa cour, qui avait autrefois émerveillé Marco Polo, s'estompaient progressivement. Kubilai Khan, grand Khan des Mongols, empereur Shizu de la dynastie Yuan, s'éteignit dans sa capitale d'Adou en février 1294 à l'âge de 78 ans, ayant survécu à presque tous ses contemporains. Selon la coutume mongole, il fut enterré dans un lieu secret et inconnu, dans la région sacrée pour les Mongols de Burkhan Khaldun, aux côtés de son grand-père Gengis Khan. Sa mort marqua la fin de toute une époque. Quel est donc l'héritage de ce titan, de cette figure colossale qui se tenait à la jonction de deux mondes? Il est aussi immense que profondément contradictoire. Pour l'histoire nationale mongole, il est le Khan qui s'est sinisé, un traître qui a déplacé la capitale de la sacrée Karakorum, a renoncé au mode de vie nomade, a bafoué les préceptes de ses ancêtres et par son séparatisme a conduit à la scission définitive du grand empire mongol unifié. Son règne marqua le début de la fin de la domination mondiale mongole, car ses successeurs sur le trône Yuan se sont de plus en plus immergés dans la culture chinoise, perdant leur combativité et leur lien avec la steppe, ce qui a finalement conduit à leur expulsion de Chine moins d'un siècle plus tard. Pour la civilisation chinoise, il est une figure ambivalente. D'une part, c'est un conquérant étranger cruel qui a instauré un régime racial humiliant pour les Han. D'autre part, dans l'historiographie chinoise officielle, il est le fondateur légitime de la dynastie Yuan, un empereur qui a accompli une grande œuvre, mettre fin à 3 siècles de fragmentation et réunifier le pays. Il a créé l'intégrité géographique et politique de la Chine qui, avec quelques modifications, perdure encore aujourd'hui, en y incluant pour la première fois de manière solide des territoires aussi éloignés que le Tibet et le Yunnan. Pour l'histoire mondiale, Kubilai est avant tout le souverain dont l'Empire, bien que pour une courte période, est devenu un pont entre les lointaines civilisations d'Orient et d'Occident. Sous son règne, la paix mongole a atteint son apogée, assurant un échange de marchandises, de technologies, d'idées et de personnes d'une ampleur sans précédent sur tout le continent eurasien. La poudre à canon, la boussole, l'imprimerie, les hauts fourneaux, le papier-monnaie, toutes ces inventions et technologies chinoises se sont largement fait connaître en Europe à cette époque, donnant une impulsion puissante à son développement et, en fin de compte, préparant le terrain pour la Renaissance et l'ère des grandes découvertes. C'est grâce à lui et à son ouverture sur le monde que l'Europe a reçu la première description vivante et détaillée du pays fabuleux et lointain de Kataï, de la bouche de Marco Polo. Kubilai était un homme de paradoxes stupéfiants. Le petit-fils du plus grand destructeur de l'histoire devint l'un des plus grands bâtisseurs. Nomade né dans une tente de feutre au milieu de la steppe, il construisit l'une des capitales les plus brillantes et les mieux planifiées du monde d'alors et gouverna la machine bureaucratique la plus complexe et la plus ancienne de la planète. Conquérant impitoyable, qui ne connaissait aucune pitié pour ceux qui osaient lui résister, il fut un généreux mécène des sciences et des arts, un souverain qui proclama la tolérance religieuse dans son empire multiconfessionnel. Sa vie est une épopée grandiose sur des ambitions sans bornes, sur la nature du pouvoir et sur le prix terrible qu'il faut payer pour la grandeur impériale. Il a passé toute sa vie à tenter désespérément de s'asseoir sur 2 trônes à la fois, être à la fois le grand Khan de tous les Mongols et le fils du ciel chinois. C'est peut-être en cela que résidait sa principale tragédie personnelle et sa principale réussite historique. Il a créé un empire qui n'était ni entièrement mongol, ni entièrement chinois, mais qui, pour un court et éblouissant instant historique, est devenu le centre incontesté du monde entier. Et l'ombre de ce géant
L'ombre de Kubilai Khan plane encore sur les pages de l'histoire mondiale, rappelant une époque où la volonté d'un seul homme pouvait changer le destin de continents entiers.